élément fondamental de la logique économique et de la réflexion économique, c'est de savoir éviter les erreurs d'identification et donc de ne pas faire des erreurs par variable omise, qu'on appelle variable omise, et des mélanger corrélation et causalité. Prenons un exemple vraiment énorme, là, super évident, mais vous allez voir pourquoi. Alors, vous constatez que les gens qui prennent des longues pauses au travail, donc les gens qui prennent des longues pauses au travail, souffrent de cancer plus souvent que les autres. Okay? Donc, vous constatez ça. Ça, c'est le phénomène observé. C'est toujours comme ça. Il y a un phénomène observé. Okay? Un phénomène observé. Et vous dites, ah, OK, ben ça, c'est les pauses. Bon, là, je sais que c'est ridicule. Okay, c'est les pauses. Donc, les longues pauses sont associées à, donc corrélation, cancer. Les gens qui prennent des longues pauses ont tendance à avoir plus de cancer. Donc, sur 100 personnes qui prennent des longues pauses, il y en a plus, en pourcentage, là, qui ont des cancers par rapport aux gens qui prennent des plus courtes pauses, disons, au travail. Okay? Alors là, si vous êtes contre les pauses longues, vous allez dire, ah, il faut éliminer les longues pauses parce que ça cause le cancer. Bon, là, je sais que c'est ridicule, on s'entend, mais c'est pour vraiment faire montrer là, la logique clairement. Or, il se trouve que pendant les longues pauses, les gens fument. Et c'est surtout ça, évidemment, qui cause le problème de cancer. Si vous ne tenez pas compte de ça, les longues pauses vont vous dire que ça cause, en guillemets, là, le cancer. Mais ce n'est pas vrai. C'est parce qu'il y aurait une variable omise. Il y aurait une variable omise. Et la variable omise fait en sorte que cette chose-là semble causer cette chose-là. Mais en vérité, c'est parce que vous omettez une variable, le tabac. Okay? Et c'est le tabac qui cause le cancer du poumon, par exemple. Okay? Donc, il y a toutes sortes d'exemples comme ça. Donc, il y en a, là, ça ne finit plus, où les gens mélangent corrélation et causalité. Okay? Donc, les gens mélangent corrélation et causalité, souvent parce que ça fait leur affaire, okay? Parce qu'ils sont contre quelque chose ou pour quelque chose, et ils vont faire des associations qui ne sont pas bonnes. Alors, comment on fait pour éviter ces erreurs intellectuelles-là? Bien, ça, c'est de l'analyse de données froides avec des statistiques, des méthodes statistiques correctement faites. Donc, lorsque vous avez un phénomène observé, vous devez clairement identifier toutes les causes donc, pour le phénomène observé. Okay. Phénomène observé. Et vous devez clairement identifier toutes les causes possibles. Et donc là, ça prend beaucoup d'honnêteté intellectuelle déjà, parce que peut-être que ça ne fait pas votre affaire qu'il y a une des causes qui crée ça. Mais peut-être que c'est ça. Alors, un exemple. Dans les années 90 au Canada, c'était une mauvaise décennie. Okay, donc, la décennie des années 90 là, au Canada, c'était très, très mauvais. Il se trouve qu'il y a eu l'accord de libre-échange nord-américain. Okay. L'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. D'abord avec les États-Unis, Canada et États-Unis, et ensuite avec le Mexique. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les gens qui sont contre le commerce international, ils ont dit « Ah! La stagnation du Canada dans les années 90 est causée par l'accord de libre-échange nord-américain. » Or, il y avait aussi d'autres choses. Donc, il y avait les coupures dans les dépenses publiques du gouvernement. Il y avait les hausses de taxes par le gouvernement et il y avait la politique monétaire restrictive de la Banque du Canada. Et plusieurs autres choses restrictives. Et il y avait un changement fondamental aussi au niveau structurel, là, au niveau technologique. Donc, il y avait plusieurs éléments qui étaient en train d'arriver en même temps. Et donc, évidemment, si vous omettez ça de votre régression statistique et vous constatez que ça correspond en termes de timing puis tout ça à ça, puis que vous êtes contre le libre-échange, bien, vous allez dire « Ah, le libre-échange cause la stagnation économique et le chômage, donc il faut l'éliminer. » Or, ça, ce n'est pas intellectuellement honnête. Il faut, même si vous êtes
anti ça. Il faut tenir compte des autres variables quand même. Et il se trouve, bon, il y en a un qui s'est penché là-dessus, là, Daniel Treffler, justement, un économiste là, très compétent à l'Université de Toronto. Et il a identifié que c'était plutôt la politique monétaire restrictive de la Banque du Canada et un petit peu les autres éléments qui jouaient sur le phénomène observé de la stagnation économique. Et c'était relativement peu l'ALENA, surtout après quelques années. Et donc, ça va pour n'importe quelle chose que vous observez. Okay? Donc, par exemple, supposons que vous observez que les gens qui mangent, je ne sais pas moi, peu importe, on va dire des amandes. Okay? Donc, les gens qui mangent des amandes, plus souvent là, que la moyenne, ont moins de maladies, moins de problèmes de santé. Okay? Donc, on va dire ça. Donc, les gens qui mangent plus d'amandes, c'est pas vrai en passant, j'invente. Donc, supposons que les gens qui mangent plus d'amandes ont tendance à avoir moins de problèmes de santé. Et donc là, vous allez dire, ah, les amandes favorisent une bonne santé. Ce qui est peut-être vrai en passant, mais je n'ai aucune idée, je ne connais rien là-dedans. Donc là où je veux en venir, c'est qu'il se peut que les gens qui mangent plus d'amandes que la moyenne sont des gens, je ne sais pas moi, qui font du sport, plus de sport. Comme ils vont à leur sport, puis ils amènent un petit peu d'amandes, c'est relativement peu volumineux, c'est pas trop lourd, ça se transporte bien, c'est assez calorique, donc c'est comme pratique. Et donc, il se trouve que ces gens-là, les gens qui mangent plus d'amandes, font plus de sport, et c'est le fait qu'ils font plus de sport qui fait qu'ils sont plus en santé que la moyenne. Okay? Et ça peut être toutes sortes d'autres affaires. Les gens qui mangent plus d'amandes, peut-être qu'ils mangent aussi, je ne sais pas moi, plus de fruits et légumes. Je n'ai aucune idée. Okay? En général. Et peut-être que c'est ça qui fait en sorte qu'ils sont plus en santé. J'ai aucune idée. Okay? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous avez un phénomène observé, c'est très facile de lui identifier une cause qui fait votre affaire. Donc, si vous êtes pour les amandes, je ne sais pas, mettons le lobby des amandes, ceux qui produisent des amandes, bien, ils sauteraient sur des études comme ça, qui font des liens faciles comme ça, et ils mettraient ça en avant beaucoup. Mais ça ne vaut rien. Intellectuellement, ça ne vaut rien. Parce que peut-être que ça n'a rien à voir avec les amandes, mais c'est du sport. Donc, tu peux ne pas manger d'amandes jamais et être en très bonne santé parce que tu fais de l'exercice physique. Ou bien autre, je ne sais pas moi, bas stress, donc peu de stress. Peu de stress. Peut-être que les gens qui mangent des amandes, ils ont des vies qui sont moins stressantes que la moyenne. Je ne pense pas, mais en tout cas, disons que c'est vrai. Là. Et donc, ça aussi, ça voudrait dire que c'est vraiment le fait d'avoir peu de stress qui fait que tu as une meilleure santé. Et donc, ça d'ailleurs, il y a des études assez rigoureuses qui montrent ça. Là. Donc, alors, le problème d'identification est chronique partout, surtout dans la modernité, parce qu'il y a un phénomène observé et les gens veulent absolument lui associer. Si c'est mauvais, okay, si c'est une mauvaise chose, là, et ils veulent associer quelque chose qu'ils n'aiment pas à ça, ils vont le faire. Ils vont dire « Ah, cette mauvaise chose-là est associée à ça, donc il faut l'éliminer, cette chose-là. » Mais ce n'est pas intellectuellement honnête de faire ça. Et donc, quand on sait réfléchir, on fait le tour de toutes les variables possibles qui peuvent influencer le phénomène observé, okay? Et on trouve avec des méthodes statistiques, donc c'est des méthodes statistiques correctes là, qui s'enseignent, qui s'apprennent, de l'économétrie, qui mettent des poids sur chacun. Donc, le phénomène observé, il doit être bien compris de façon honnête. Et ensuite, il faut faire le tour de toutes les possibilités pour expliquer le phénomène en question avec des méthodes statistiques blindées. Donc ça, généralement, là, c'est assez élaboré. Déjà, il faut que la base des données elles-mêmes soit solide. Et ensuite, il faut que les méthodes d'analyse des données soient aussi solides. Donc j'aime bien, il y a un économiste, son nom m'échappe, de l'Université de Montréal, qui disait toujours on peut faire dire n'importe quoi aux données, mais les données ne disent pas n'importe quoi. Okay? Donc, avec une analyse intellectuellement honnête, et ça c'est très important, et rigoureuse avec les bonnes façons de faire pour analyser des données, si les données sont de qualité et complètes,
elles vont donner un message clair, donc qui est assez sans équivoque, quoi. Et donc, ça aussi, c'est toujours à garder en tête, là, parce que dans les phénomènes économiques et financiers, souvent et sociaux même, il y a toutes sortes d'erreurs comme ça, là. Donc, par exemple, la pauvreté qui est associée à toutes sortes d'affaires qui ne sont pas vraies, ou la prospérité d'ailleurs, qui est associée à toutes sortes d'affaires tout croche, là. Donc, ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Donc, ce n'est pas ce qu'on va être, nous, dans le cours. Donc, nous, on est